La radio, la télévision et la plupart des journaux sont asservis par le gouvernement et le patronat. En cas de brouillage, cherchez noyeur sur votre cadran. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Si la radio que nous connaissons aujourd'hui passe par l'écoute de podcasts, Internet ou se transforme simplement pour devenir numérique, cela n'a pas toujours été le cas. Pour arriver aux technologies d'aujourd'hui, la radio a dû passer par beaucoup d'étapes et surtout beaucoup de successions d'inventions. Tout ça, nous l'avons vu lors de nos précédents épisodes. Pour autant, la radio ne cesse d'évoluer. Et si nous nous étions arrêtés en 1939 lors du dernier épisode avec les premières influences politiques des ondes, la suite s'assombrit. La Seconde Guerre mondiale est là, et avec elle, c'est la guerre des ondes. Entre 1939 et 1945, lors de la Seconde Guerre mondiale, la radio devient une véritable arme. Un outil d'information, oui, mais aussi et surtout un outil de propagande et de désinformation. Et non, surprise, les fake news, ça ne date pas d'hier. Fake news! En mai 1940, lorsque l'armée allemande entre en territoire français, les speakers réfugiés allemands sont arrêtés par la police. Les nazis prennent le contrôle des radios du Nord et Vichy celle du Sud. La radio est alors utilisée à la fois par les Alliés, mais aussi par l'occupant. Mesdames, Messieurs, vous allez entendre M. Paul Reynaud, président du Conseil. L'objectif est resté le même, vaincre l'ennemi. L'heure que nous vivons est décisive. Selon les études de bon nombre d'historiens, on voit apparaître deux grandes catégories de radios. Les radios blanches, qui affichent clairement leur émetteur, et les radios noires, dont le but est de se faire croire à une radio nationale. Que l'information vienne de l'une ou de l'autre, l'objectif principal reste le même. Il s'agit de déstabiliser psychologiquement la population et les troupes de l'adversaire en les inondant d'informations qui les poussent à remettre en cause la véracité des informations données par leur gouvernement. L'Allemagne a devant elle non plus une paix dont elle est la maîtresse, mais une guerre dont la commande semble lui échapper. Alors que la moindre parole du président Daladier ou de M. Chamberlain trouve une résonance et une signification, la parole de Hitler semble maintenant à ses concitoyens décevante, à ses ennemis vides de sens. Du côté allemand, on critique l'alliance britannique et française. Radio Stuttgart diffuse à partir du 23 septembre 1939 ce slogan. Auditeurs français, l'Angleterre fournit les machines, alors que la France fournit les poitrines. Un slogan qui devient ensuite le leitmotiv de la radio allemande. Des informations de propagande sont insérées entre deux bandes musicales, souvent de la musique populaire française, afin d'attirer l'auditeur français qui se retrouve alors à l'écoute des informations, et ce, à son insu. On ne sait encore si les Français prêteront à leur tour le serment de mourir pour l'Angleterre. On a beau mettre des croisillons à nos fenêtres, désentoiler tous nos musées, chambouler les Champs-Élysées, emmailloter de terre battue toutes les beautés de nos statues, plonger dans le noir la ville lumière. Paris sera toujours Paris. La propagande française en langue allemande, par tract ou par radio, n'est pas inactive non plus et ne se cantonne pas à une simple défense. Parmi les différents arguments de persuasion des émissions françaises en langue allemande, se dessine une ligne stratégique majeure, la tentative de séparer le peuple allemand de Hitler. Le but est donc de créer des tensions entre eux et, si possible, de mener au renversement du régime hitlérien. Ainsi, sur les ondes de Radio Strasbourg, on peut entendre « Les SS feront leur devoir à l'arrière jusqu'au dernier soldat du front allemand ». Le jour de Noël, le speaker français incite même les Allemands à penser aux victimes de ce régime cruel, qui ont été exécutées et torturées car elles pensaient différemment d'Hitler. Il défend ainsi la liberté d'expression, sans en dire le nom. Concernant Radio Tour Eiffel, elle cesse ses émissions le 6 juin 1940, alors que son émetteur est saboté par les techniciens de la radiodiffusion nationale 12 jours avant l'entrée des Allemands à Paris. La Propaganda Arbeitung Frankreich, soit le service de propagande nazi, fait réparer l'émetteur et le remet en service
le 1er février 1944, pour y diffuser une nouvelle radio de propagande, et ce, depuis la Tour Eiffel. Entre-temps, une station de radio qui émet depuis Londres apparaît. Il s'agit tout simplement de Radio Londres, avec tous les soirs le même programme, les Français parlent au français. Le programme pouvait durer jusqu'à 5 heures par jour. Son arrivée est bien sûr annoncée par l'appel du 18 juin 1940, fait par le général de Gaulle. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. C'est en fait Georges Béguet, opérateur au sein du service britannique des opérations spéciales, qui introduit l'idée d'envoyer des messages codés aux résistants français. Et alors que les messages étaient de plus en plus politiques et de plus en plus codés, les nazis s'alarmaient. Ils ont alors décidé de brouiller les ondes, mais les résistants ont riposté le 8 mai 1942 et ont fait sauter un transmetteur de Radio Paris à Bourges. Outre la résistance parlée via les discours, une caractéristique de Radio Londres était sa musique. Certaines chansons ont d'ailleurs été composées à Londres, comme Le Chant des Partisans, qui fut chanté pour la première fois par Anna Marley. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Le 1er juin 1944, Radio Londres diffuse la première strophe du poème « Chanson d'automne » de Verlaine, ce qui, en message codé, annonce aux résistants que le débarquement arrive sous 24 heures. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne. Mais souvenez-vous, on a parlé aussi du morse. En effet, à chaque début d'émission, on pouvait entendre la 5e symphonie de Beethoven, ce qui, en morse, donnait la lettre V pour victoire. 4 jours après la première strophe diffusée, le 5 juin 1944 donc, à 23h15 exactement, on entend la suite du poème à la radio, ce qui annonce que le débarquement est en train d'être fait. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. Radio Paris, tombée depuis plusieurs années sous les commandes de l'ennemi, est fermée au titre de la libération le 15 août 1944. Si le pays est libre, la radio, elle, ne l'est toujours pas. Mais ça, on en parlera une autre fois. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe.
sombre, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.